Alors, il nous fait plaisir de partager avec vous notre expérience sur la Via Francigena. On va tenter de vous faire voyager avec nous à travers les villages, à travers nos états d'âme, à travers certaines émotions, puis aussi nos impondérables et la beauté du chemin. Juste vous dire que notre présentation se compose de petites vidéos qui, parfois, a l'air qu'on a l'air un peu décalé en lien avec comment on appelle ça, un film doublé avec décalage. Parce qu'on en a plus à dire que qu'est-ce que la vidéo nous permet de dire. Mais c'est pas grave, on va aller au bout de notre chemin, puis tout va bien se passer. Alors, on part. La Via Francigena, nous, on est parti du col du Grand Saint-Bernard, aller jusqu'à Rome. Alors, on est parti en Suisse pour atterrir en Italie, du 12 au 1er octobre 2024. Alors, comme vous voyez, ça fait 51 jours. Moi, je vais juste mentionner le soutien moral qu'on a eu de nos conjoints, de nous laisser. Ils ne nous ont pas laissé partir 51 jours. Nous avons décidé de partir 51 jours et ils ont été bien d'accord avec nous. De toute façon, il n'y avait pas bien le choix. Au départ, on était un quatuor. Il y avait une personne de plus qui devait partir avec nous, qui s'appelle Nicole, mais Nicole a eu un problème de santé qui fait qu'elle a dû annuler son voyage avec nous. Alors, on s'est retrouvé un trio. Lynn, qui est devenue notre GPS, notre agente de réservation, et notre boussole aussi, et elle en était à son 2e chemin. Alors, Lynn. Nathalie, qui est devenue notre photographe officielle, interprète, vous allez voir au niveau, pendant la présentation pourquoi, elle en était à son 3e chemin. Il y avait moi, Brigitte, gestionnaire de projet parce que j'ai synthétisé sur tableau un peu notre projet, et cuisinière. On m'a nommée cuisinière comme ça. Il y en a qui ne tentaient pas de cuisiner, alors j'ai pris le mandat. Alors, ce qui nous unit, c'est on est des retraités et l'Association du Québec à Compostelle avec qui on a commencé à marcher. Puis ça, on va en parler un peu plus tard. Alors, commençons un peu par l'histoire du chemin. Alors, c'est avant 58 avant Jésus-Christ, que Jules César, il a ouvert une route du nord au sud pour se rendre à Rome. Alors, il est parti comme du Royaume-Uni, l'Angleterre, passant par la France pour s'en aller jusqu'à Rome, en Italie. Alors, c'était pour ça qu'on appelait ça la Via Francigena, parce que c'était une voie qui vient de France. En 640, suite à la domination arabe de Jérusalem, alors on voit que religion et politique, c'est encore d'actualité. Ça l'était, on est encore pris dans les mêmes choses. Rome devient la principale destination des pèlerinages chrétiens. En l'an 990, l'évêque Sigéric de Canterbury, je ne sais pas, le Canterbury a disparu. Alors, il part de Canterbury à Rome pour chercher son pallium. Un pallium, c'est ce qui lui confirmait qu'il était devenu un archevêque. Alors, il a marché tout ça. Puis, sur son chemin de retour, il a fait un manuscrit sur le chemin. Vers le 10e siècle, il y a un compétiteur qui fait son apparition au niveau des chemins. Ça s'appelle Saint-Jacques de Compostelle, mais ça, c'est une autre histoire. On n'en parle pas ce soir. Autour de 1300, la proclamation des années saintes, le pape accordait l'indulgence plénière aux pécheurs qui entreprenaient le pèlerinage à Rome. C'était une façon de se réconcilier avec l'Église. C'était pas une question d'absolution de péché, là. C'était une réconciliation avec l'Église si tu avais un peu déserté l'Église. Alors, tu faisais un pèlerinage, puis tu pouvais te rendre, avoir des indulgences. C'est ce qu'on a fait. Bien, c'est ça. Pécheresses que nous sommes, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Nous ne le sommes plus. Alors, au 13e siècle, la Via Francigena perd son caractère d'unicité parce que là, tous les échanges commerciaux, parce que c'était à ça que ça servait au début, les échanges commerciaux, c'était les soldats, les pèlerins, les marchands qui étaient sur la Via Francigena. Alors, tout d'un coup, ça s'est éclaté, ça venait d'un peu partout. Fait que la Via Francigena était plus elle venait plus seulement par la France, elle venait un peu partout. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom pour la Via Romea. Alors, c'est la destination plutôt que l'origine. Alors, avant, on passait par la France à l'origine. Après ça, c'est Rome, c'est la destination. En 1885, il y a un historien qui s'intéresse aux manuscrits fait par Ségéric de Canterbury. En 90, il y a la publication d'un livre et d'une carte qui sera officialisée en 1994 par le Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, la Via Francigena est balisée sur 2230 km de Canterbury en Angleterre à aller jusqu'à Rome. Alors, si on regarde ici, on a Canterbury ici, OK,
Puis, on descend tout le long, tout le long, tout le long, jusqu'en Suisse, puis on arrive en Italie pour descendre jusqu'à Rome. Je vais passer maintenant la parole à Nathalie. Alors, la préparation physique. La préparation physique est importante parce que ce genre de chemin se fait principalement en marchant. Donc, la marche est la bonne activité à faire, en montée idéalement, pour être capable d'affronter les différents dénivelés européens. La Via Francigena côtoie deux chaînes de montagnes, dont la vallée d'Aoste et les Apennins en Haute-Toscane. Donc, on a des montées. Entraîner vos abdominaux va également vous aider à renforcer votre torse puis vous donner du tonus pour faciliter la marche. Pour vous motiver à faire ces entraînements, évidemment, il y a plusieurs groupes de marche, mais il y a l'Association du Québec à Compostelle qui organise des marches préparatoires et des entraînements bi-hebdomadaires. Donc, être membre vous donne aussi des avantages pour rencontrer des gens qui ont fait différents parcours. Vous avez des rabais à l'accorder. Et c'est eux qui vous remettent le document, la crédentiale, qui vous servira pour obtenir. Ici, on voit la crédentiale de la Via Francigena, mais c'est le même. C'est un document semblable qu'ils remettent. Celle-ci, on l'a achetée en Suisse lorsque nous sommes arrivés. Alors, ce document est important pour vous attester, vous recevoir votre testimonium en Italie ou votre Compostela en Espagne. Alors, il y a un autre muscle qui est important à entraîner, ou qui peut être intéressant, c'est la langue. Alors, j'ai étudié l'italien de base pendant les 6 mois avant mon départ. Alors, c'est ce qui m'a permis de faire une réservation téléphonique, avoir une certaine conversation avec un bon samaritain, demander où était la gare et commander du bon café, du vin et de la bonne bière. Mais, oui, c'est toujours beau sur papier comme ça quand on en parle, mais j'ai quand même dû faire la poule à l'épicerie pour trouver les œufs. Je n'ai pas parlé de notre groupe aussi. En 2017, on a ouvert un groupe avec mon ami Yolande, et qui se fait essentiellement à Saint-Hilaire, et on appelle ça les 4 sommets. C'est un groupe qui est ouvert. Maintenant, on est une quinzaine de membres, mais c'est ouvert à tout le monde. Si ça vous tente, vous vous entraînez plus dynamiquement, vous êtes les bienvenus. C'est le mercredi et le vendredi. Et voilà. OK. C'est à mon tour. Ben oui, je te laisse l'espace. Oui, choisir ses partenaires. Alors, Brigitte, Nathalie et moi, on a souvent marché ensemble, que ce soit au Québec ou ailleurs, dans d'autres pays, en Europe, entre autres. On marche pas mal au même rythme, fait que les montées, ça va bien. Des fois, on s'attend, mais pas tellement longtemps. On s'est entendu avant de partir que si jamais il y a quelqu'un qui se blesse, qui n'est pas capable de marcher, mais nous, le chemin continue pareil pour les 2 autres personnes. Donc, la personne se doit de prendre un moyen de transport pour venir nous rejoindre à l'étape suivante. Nous, nos gîtes ont été tous réservés d'avance avant de partir. Fait que c'était stratégique, là. On avait une grosse organisation en vue, on avait des rendez-vous et tout, alors c'était ça qui était entendu. Ou c'est arrivé aussi quelquefois que, par fatigue ou maladie, malaise ou quoi, là, on allégeait le sac de notre compagne. Donc, une était plus fatiguée une journée, mais on allégeait son sac et les 2 autres prenaient un peu plus de poids sur le sac à dos pour laisser la chance à la personne de marcher plus facilement. C'est l'entraide générale. Puis, on avait chacun notre téléphone personnel avec une eSIM. On avait chacun notre numéro de téléphone aussi. Donc, on était prévus. S'il arrivait quoi que ce soit, on pouvait se communiquer. On avait tout le temps du réseau. Il n'y avait pas de problème. Déterminer l'itinéraire. Donc, c'est ça. Nous, on a pris l'avion d'Orval pour se rendre à Genève, en Suisse. Et c'est un vol multi-destination. Donc, on revenait par Rome jusqu'à Montréal. La date de départ, mais ça c'était quelques jours avant. On est parti du col du Grand-Saint-Bernard. Le col du Grand-Saint-Bernard, c'est à la limite Suisse-Italie. L'Italie, c'est quelques centaines de mètres en avant de nous.
On a 45 étapes à faire, 1000 km, mais parce qu'on a un rendez-vous à Rome, on a dû comprimer 40 étapes. Alors, pour faire ça, bien, il y a des journées qu'on a marché 2 étapes dans une. Vous allez voir, on a beaucoup d'étapes à 30 km au-dessus. Et il y a des jours aussi où est-ce qu'on a pris le train. On a pris un moyen de transport, puis on a sauté 2 étapes à ce moment-là. Donc, les billets de train, en passant, on achète ça en ligne. Là. Il y a plein d'affaires disponibles en ligne pour les transports. C'est quand même assez facile. Là. Donc, les régions traversées, la Suisse, la vallée d'Aoste, le Piémont, la Lombardie, Émilie-Romagne, la belle Toscane, la Ligurie et la région du Latium. Nathalie va nous amener à Genève. OK, là, on part de Montréal. Alors, nous voilà à Genève, une des villes les plus animées autour du lac Léman et son jet d'eau. Populaire pour ses compagnies horlogères telles que Béthune. J'avais lancé avant de partir. Il me semble que ça se placerait bien d'une conversation. J'ai fait du paddleboard sur le lac Léman en Suisse. Eh bien, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Lynn et Brigitte se sont laissées tenter. Et je tiens à préciser, nous ne sommes pas en maillot de bain, mais bien en sous-vêtements. Et on n'a pas le droit d'avoir ça dans notre sac. Alors, nous avons visité le vieux quartier bordé de beaux monuments historiques. Nous étions en plein festival. Alors, on a assisté à un spectacle de chant gratuit au quai des Paquis, au lever du soleil. 2 jours pour récupérer et visiter. Nous avons eu la chance d'avoir un guide français gratuit pour nous faire découvrir le vieux Genève. Donc, l'horloge fleurie, les drapeaux de la Suisse, l'empreinte du chemin dans la chaussée. Puis, nous avons marché jusqu'à la première cathédrale française dans le Vieux-Genève. Oui. Bon. Qui était très magnifique. C'était une française protestante, eh bien. Puis, on a marché jusqu'au mur des réformateurs où sont sculptés les théologiens, dont Jean Calvin, que vous connaissez peut-être. Jusqu'à Lynn, qui se fait attraper le popotin. L'ours va être très présent dans notre chemin parce que c'est l'animal totem de Lynn. Alors, bon, nous partons pour le col du Grand Saint-Bernard. On prend le train à la gare, petite photo prise par un citoyen. Nous prenons le train vers Orsières, un transfert à Martigny, puis un bus jusqu'à l'hospice du Grand Saint-Bernard fondé en 1050 pour les marcheurs. Le lac du col du Grand Saint-Bernard est à une altitude de 2440 mètres. Nous avons marché les sentiers autour du lac, puis nous avons dégusté la fameuse bière Via Francigena. On est allé à la messe à l'église baroque et on a visité le petit musée sur place. Pendant des années, des moines ont tenu un élevage de chiens Saint-Bernard à cet endroit, mais maintenant, il y a quelques chiens l'été seulement pour les touristes. Alors, maintenant, jour officiel, jour 1, 16 août, départ officiel. Le temps est magnifique. Notre première journée nous fait passer de 2400 mètres à 583 mètres à Aoste. Là, on a combiné 2 étapes. Donc, une longue descente d'environ 30 km. On a des vues spectaculaires. On traverse des charmants villages pavés et fleuris. Vous allez voir ici, on manque une borne, quelques mètres de marche de plus avant de retrouver notre chemin de campagne. À Saint-Léonard, les pèlerins sont très présents dans les arts de rue. C'est magnifique. Il y a beaucoup de signes religieux, évidemment, et vous allez voir, les églises sont omniprésentes. Au loin, on aperçoit le clocher de Gignogle. C'est l'église Saint-Hilaire. Et l'église Saint-Bernard, pour notre ami qui est ici, à Signaillès. Ça, c'est la cathédrale d'Aoste qu'on n'a pas eu le temps de visiter. Donc, les balises selon la région. Donc, du côté de la vallée d'Aoste, c'était des balises jaunes et noires. De façon générale, la balise qu'on voyait partout sur le chemin, c'était celle avec le petit pèlerin en noir, là, rouge et blanc. Là. Ça, on avait ça un peu partout.
Et les autres balises, des grosses pancartes brunes aussi, ça, c'était plus dans des endroits, là, dans les villes. Dans les petits chemins, on la voyait peut-être un peu moins, là. Puis plus vers la fin. Oui, plus vers la fin aussi. Puis, il fallait quand même être vigilant parce qu'il y avait des endroits, des fois, que la pancarte avait tombé à cause de la culture, la machinerie agricole avait passé, puis il fallait bien s'orienter. Donc, on était encore là équipés. On avait l'application Via Francigena avec nous. Puis, on avait aussi l'application Organic Map. Ces deux applications qui sont sans frais. Puis, on est suivi par le GPS. Fait que c'est assez difficile de se perdre avec ça. Là, on s'oriente tout le temps. Parce que souvent, le chemin est déjà tracé avec Via Francigena, mais quand tu arrives à ton gîte n'est pas nécessairement à côté du chemin. Là. Fait que tu te dois de t'orienter pour arriver à ton gîte. Et le lendemain, quand tu repars, des fois, on peut partir tôt puis il fait noir. C'est très pratique. Justement, du fait que ça fait 3 jours que l'on marche, alors ça nous a établi une certaine routine au quotidien. Alors, c'est sûr que pour le lever, on n'a pas besoin de réveil matin. Il y a toujours une d'entre nous qui est réveillée avant toutes les autres puis qui s'assure que tout le monde soit prêt. On fait notre toilette. On prend le temps de remplir notre sac d'hydratation. Souvent, on se préparait aussi des électrolytes dans un petit sac. Là, je l'ai laissé sur la table de l'autre côté, là, mais je ne sais pas si tu veux le montrer, Nathalie. Un petit sac flexible. Flexible, qui ne prendra plus de place puis qui va être très léger. Et puis, on finalise notre sac à dos. Ensuite de ça, c'est notre petit déjeuner. Comme vous voyez, on traîne des crafts du Québec. Et puis, on prend le temps de lire le dénivelé puis la description de la journée, parce que c'est important, on veut savoir qu'est-ce qui nous attend. Et il y a le départ, on attend souvent après moi. Alors, on réussit à partir marcher. On a nos petites pauses café au bar. Voilà, c'est le temps pour les filles d'avoir leur dose de caféine, puis moi, ma dose de glucides, parce que moi, c'est sur le jus. Et puis, c'est ça qu'on va changer nos bas à toutes les 2h30, 3h, pour s'assurer de ne pas faire d'ampoule et puis de toujours avoir les pieds le plus au sec possible, parce qu'il va faire chaud. On est venu les pieds trempés quand même assez régulièrement. Et sur le chemin, notre collation, comme vous voyez Nathalie à droite, là, elle est devenue vraiment la championne de partager une pomme en 3. Il faut vous dire qu'elle était vraiment grosse, la pomme, là. Mais c'était des grosses pommes. Mais la majorité du temps, on avait une pomme qu'on se divisait à 3. Quel délice! On continue, arrivé à destination, mais c'est sûr que c'est le temps du ravitaillement. Et Lynn, avant de partir du Québec, ce qu'elle a fait, elle a pointé les épiceries par rapport à notre gîte pour savoir est-ce que c'était sur notre chemin, est-ce qu'il fallait faire un détour. Alors, elle avait tout ça. On avait juste à suivre notre GPS. Arrivé au gîte, dans le fond, c'est l'heure de la douche, mais moi, j'avais à peine le temps de déposer mon sac que Nathalie était déjà rendue dans la douche. Fait que j'ai compris que j'étais peut-être lente dans la vie, mais en tout cas. Fait qu'on n'a pas le temps de chômer, c'est le lavage, on prépare le souper, on soupe, on prend le temps de souper. On se faisait vraiment des bonnes affaires. Tout ce qui est là, c'est des choses qu'on s'est faites, là. Fait que, et puis, on prépare notre lunch du lendemain. C'est sûr que le souper se prend souvent avec un petit verre de vin. Oui, il n'est pas cher. Souvent, que dis-je? Toujours. Franchement, je vais changer mon mot. Et puis, le soir, bien, tranquillement, on fait notre courrier, on contacte nos proches. Puis, c'est dodo, bonne nuit, jusqu'à temps qu'une d'entre nous fasse un cauchemar et réveille tout le monde. Non. OK, bon. Sentier en montagne, toujours de très beaux paysages dans la vallée d'Aoste. Vous allez voir des vignes, c'est ça, la vallée d'Aoste au lever du soleil, des vignes à perte de vue. C'est magnifique, il fait beau. Ça, c'est le genre de fontaine qu'on croise beaucoup dans cette région pour s'abreuver. La belle église San Lorenzo dans le nom du même village. Le village. Buon cammino! OK. On est très de bonne humeur tôt le matin. On a instauré une petite habitude. On chante une chanson dans la langue. On essaie d'apprendre une chanson dans la langue du pays où on est. Fait que là, c'était Bella Ciao. On continue. Là, on arrive à la belle église Saint-Pierre à Châtillon. Après avoir traversé le pont romain, on va croiser une belle chapelle, Notre-Dame-de-Grâce. Bon, là, c'est très beau. Vous allez voir des vestiges de château. C'est magnifique.
il y a un impondérable. On a fait un mauvais calcul. On a 30 km de fait, il nous en reste encore 8. On n'est pas arrivé. Là, on est épuisé. C'est quand même notre... regardez les beaux châteaux. Alors là, heureusement, on se trouve un transport qui nous amène à Arnade et l'hospitalière accepte de nous réserver une place au village où on est puis de nous annuler gratuitement parce qu'on a encore 1 heure de route à faire. Fait que les gens sont très gentils. OK. Donc, le lendemain, on part d'Arnade, on traverse le vieux Arnade et on passe devant l'église Saint-Martin datant du 16e siècle, qu'on va voir dans quelques secondes. Vous allez voir, il y a plein d'églises. Hein? C'est magnifique. Alors, on fait une pause au site historique, la Strada degli Galli, pour une pause repos. Et on marche le long de la Doire Baltée, qui nous amène jusqu'à la commune de Bar. Le château de... Bien là, on dit le château de Bar, mais c'est le fort de Bar qu'on voit à l'arrière. Très beau site. Alors, des vignobles en flanc de montagne. On arrive à Pont-Saint-Martin. Photo du pont romain datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, quand même. Dîner au supermarché. Puis, on monte vers le village de Carema, perché sur une haute colline. On marche croche, on vient prendre une bière. Vous avez compris, on marchera, on vient prendre une bière au dîner. Alors ici, on entre dans la région du Piémont. Les reliefs s'adoucissent. On marche sous les treillis de vignes, un petit bec d'encouragement. Puis, vu de notre balcon de notre appartement, on avait c'était pas un Airbnb, mais c'était un appartement. Ce soir-là, on a cuisiné à l'appartement. C'était réservé avec Booking, surtout. Alors, on s'en va à Ivrea. Non. Impondérable. Brigitte et Lynn sont malades toute la nuit. Le bus est la seule option pour eux et j'en profite pour me reposer également. Donc, l'hospitalière nous donne accès au dortoir plus tôt à Ivrea. Alors, vue de notre fenêtre, château de Conte de Fées, ville d'Ivrea, Lynn au repos et école de kayakistes professionnels juste à la base de notre auberge. C'était magnifique. Alors, on s'est reposé, on n'a rien fait cette journée-là. Écoutez. Jour 6, vers Viveronne, le 21 août, c'est départ pour Lynn et moi. Brigitte n'est pas capable. Alors, on marche, on traverse la commune de Palazzo Canavese, belle église, Genesio. Brigitte, elle localise un kiosque de pèlerins, puis elle obtient un transport qui l'amène jusqu'à Viveronne. Il n'y avait pas de bus. Alors, pause pour nous, piscine à notre arrivée. C'est ma fête, c'est la journée de mes 57 ans. Alors, on finit notre soirée devant un bon restaurant. Brigitte est couchée à 8 heures, elle n'a pas été capable de nous accompagner. Alors, on s'en va à Shentia. Aujourd'hui, c'est une petite journée de 17 km, mais là, Brigitte n'est pas en forme. Là, on se sépare ses effets pour allaiter son sac, puis elle part avec nous. Un départ forcé. Alors, on marche à travers champs et Actigny-de-Ré. Est-ce que quelqu'un Peux-tu l'arrêter? J'ai pas eu le temps de l'arrêter. C'est pas grave. Les Actigny-de-Ré, c'était des kiwis, des actinidiers. On a appris ça là-bas. Le micro! Faux de cheveux. Alors, ça, c'est nos hébergements qu'on avait juste pour nous. Bon, le lendemain, vers Vercelli, on prend le train de Brigitte, mais on débarque à San-Germano, où il nous reste 20 km à marcher. Fait qu'on traverse des rizières. Là, il faisait chaud. Il faisait très chaud. On côtoie des ibis. Le climat est vraiment marqué par l'humidité. Il fait vraiment chaud. Il y a très peu d'ombre. Alors, on fait des pauses. Les rizières, OK, bon, ben ça, l'Europe est connue pour le riz arborio et carnaroli, les meilleurs risottos du monde, semble-t-il. Alors, nous arrivons à Vercelli, où Brigitte nous accueille reposée avec une petite bière au frais. Il faisait très chaud.
Alors, on s'en va à Nicorveau, là. Là, ce matin, là, Brigitte reprend le chemin avec nous. On a 25 km à faire. Alors, on traverse tôt le matin le vieux Vercelli et admirons les chefs-d'œuvre architecturaux, la Piazza Cavour. Puis, à la sortie de la ville, on traverse une plantation de plaine qui nous amène dans un sentier plutôt douteux et peu balisé. Vous allez voir. C'était extrême. C'est ça. C'est là qu'on a vu un Ouais. serpent, hein? Oui. Les faisans font partie de la faune italienne. La pause est bonne partout, peu importe le chemin. Nous étions dans la commune nous entions dans la commune de Robbio. Vous allez voir un coup d'œil sur la petite église San Pietro, bijou d'art romaine. Puis, vers Nicorveau, où nous sommes accueillis au seul bord de la place. Encore là, on a le communial juste pour nous. On est vraiment tranquille, très peu de pèlerins. On a visité la petite chapelle Madonna, c'est ça? Sanctuaire de la Madonna. Et maintenant, nous sommes rendus dans la région de Lombardie. Jour 10, on s'en va à Garlasco. 29 km, toujours des bonnes journées. À date, là, ouais. C'est toujours Fait plus que là, on le quitte chiffre, tôt le matin, il fait très chaud. Fait que là, l'église San Teresiero qu'on a vue, l'église Madonna, la pause café Pied, église Sainte-Croix, il y en a des églises. Vous allez voir à la sortie, il y a l'abbaye médiévale Sant'Albino. Nous entrons dans Tromelo et on va voir encore une église qui est très populaire, Évêque Saint-Martin, c'est traduit, là, évidemment. Alors, Lynn a osé transporter le lourd melon, mais la pause était rafraîchissante. Ça faisait du bien. Puis, à Garlasco, c'est notre premier gelato italien. Alors, 11e journée de marche. Le rythme est bien installé. On fait une pause à Gropello Cheroli et son église rose, San Rocco. Les rues sont désertes le matin. On avance sur le bitume, en ville. Vous allez voir, on avance. Puis, à travers la campagne de Pavia, irriguée par de nombreux canaux. Le sentier se poursuit dans le parc de la rivière Ticino, qu'on va voir bientôt. Ça, c'est les canaux qu'on suivait, et la rivière Ticino, qui nous conduit à la ville universitaire de Pavia. Et son célèbre pont couvert que vous allez voir, qu'on ne peut pas manquer. La ville de Pavia, le pont qui est magnifique, qu'on a traversé d'ailleurs pour entrer dans la ville. Alors, c'est une très belle ville, il y a beaucoup d'art de rue. Vous allez voir ici, Cri-Cri, ça c'est le surnom de mon conjoint qui était présent sur le chemin, le poste de police. Et nous mangeons notre premier McDo à Garlasco. Italien. Il y a de la charcuterie et du parmesan, c'est un délice. Donc, on est toujours à Pavia. Ici, c'est la basilique San Pietro in Ciel d'Oro. C'est une vieille basilique dont le corps de Saint-Augustin repose. 13 fois centenaire, Saint-Augustin. Pas mal vieux. Donc, nous prenons le train vers Plaisance. Nous sautons ainsi 2 étapes dans la vallée du fleuve Pô, endroit où il y a beaucoup de rizières et où est-ce qu'il fait chaud parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre. C'est Marcel Descarreaux, je ne sais pas s'il est ici ce soir, c'est lui qui nous a conseillé là, pour les endroits qu'on pouvait comprimer. Là. On a comprimé là. On visite des belles églises encore. Ce qu'il y a de bien dans les églises, c'est qu'il fait frais. Hein? Fait que, il fait chaud quand on marche. Fait que quand on rentre là-dedans, même si il n'y a pas d'air climatisé, c'est frais. On est bien. Plaisance, c'est une ville qui a été fondée en 218 avant Jésus-Christ. C'était le lieu de plusieurs affrontements entre les Gaulois et les Romains. Souper, finalisé par Brigitte, mais on avait acheté des polpettes dans une petite épicerie du coin, toutes chaudes, ça sentait tellement bon. Donc, le lendemain, on poursuit. Regardez, il fait chaud, là, hein? On a la face en soie. Oui, oui, puis c'est le matin, imagine. Donc, 32 km à faire, mais c'est toujours plus, comme je vous dis. Ici, c'est la louve qui nourrit les 2 enfants. C'est la légende de Rubus Romulus. On a marché un petit peu sur l'accotement. C'est arrivé quelques fois, mais plus souvent qu'autrement, on est dans la belle nature ou des petites rues comme ça, là, où est-ce que
Il n'y a presque pas personne qui passe, là. Fait que toujours des belles églises fraîches. C'est la fin de l'été. C'est les récoltes. Là, on va déguster les produits la du voleuse, terroir. là, je suis en train de la filmer à part de ça. Oh, la belle tomate. Ah, veux-tu? Encore une petite église. Ils étaient bonnes, des bonnes tomates italiennes. D'autres endroits frais. Et ce soir, ben, on a décidé de prendre congé de cuisine. On mange une bonne pizza italienne. Elle est très bonne. Fidenza, fidèle, avec notre beurre d'arachide qu'on traîne dans notre sac à dos à tour de rôle. C'est la dernière étape de la plaine. On va commencer à voir des montagnes éventuellement. Ici, c'est du sorgho. C'est une sorte de céréale là-bas qui est surtout utilisée pour les animaux. Monastère. Fidenza. Très belle ville. Oui. À l'hôtel, il y a de l'air climatisé. Là, on est bien aussi. Il arrive qu'on fasse... ça ici, c'était les vestiges datant d'une muraille datant du Moyen Âge. C'est une belle ville, ça, avec la cathédrale, tout ça, là. Et on a été photographiés par la responsable de l'Office du tourisme, celle qui nous prend en photo ici. On est transformé en touriste, bien entendu. Hein. Quand on arrive tôt, on prend notre douche, on met notre robe, puis on a juste les chevilles qui sont blanches. Il y a ça qui fait qu'on est des pèlerines. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça que je disais, c'est qu'on fait estampiller notre crédential parfois à l'Office du tourisme parce que certains endroits où on dort, il n'y a pas d'étang. Puis nous, on a besoin de notre étang. On va avoir notre testimonium à la fin. Donc, vers Sant'Andrea, Bagni, longue étape de 30 km et plus encore. Toujours chaud. Mais là, le paysage commence à être vallonné, panoramique. C'est sûr que c'est cultivé. Hein. On est à la fin de l'été. Les labours sont commencés, comme je vous disais tantôt, là. Mais on a des super de beaux points de vue pareils, là. Vestiges d'anciens châteaux. C'est la campagne. C'est la campagne, oui. C'est très relaxant. C'est très sec. Pas beaucoup de pluie. On a eu, je pense, une journée de pluie sur tout le temps qu'on a été là-bas. Des belles vignes. On a goûté un raisin. On a quand même été raisonnable. Le sorgho qui est un peu plus à maturité. Les thermes de Sant'Andrea, mais on ne s'est pas baigné. Mais là, on en a profité parce que là, il faisait 34 degrés Celsius, à part le ressenti, et à tour de rôle, on ne se pouvait plus. Le radiateur surchauffait. Que ça fait du bien. Parce que c'est facile d'avoir un coup de chaleur là-bas, hein, parce qu'on passe facilement au travers de notre 2 litres d'eau, plus nos électrolytes, puis on se rend flou, mais la journée n'est pas finie encore. Là. Et on finit à l'Hôtel Salut. Vers Fornovo-di-Taro. Donc, on a un petit 10 km à faire ce matin. Dans un sentier pédestre, on va longer le fleuve Taro, qui est un petit peu plus tari, là, mais il n'y a pas beaucoup d'eau là-bas. Ils appellent ça un fleuve, mais nous autres, on appelle ça un ruisseau, quasiment. Petite pause café. Donc, on prend le train, on s'en va vers Bercetto. C'est bon. Fait que, c'est ça. Là, on prend le train. Le train, ça va. On avait réservé en ligne, pas de problème. On a dit, l'autobus, bien, vous achetez votre billet là-bas. Bon, parfait. On arrive là-bas, pas d'autobus. On est dimanche, puis là, la dame au bar nous dit, bien là, il faut vous téléphoner la veille pour l'autobus. Ah oui, bien là, c'est pas nous autres, là. Hein? Fait qu'une chance, Nathalie, qui parle bien italien, elle nous a trouvé un bon samaritain. Puis, c'est ça. Puis là, Nathalie, elle le remerciait, tu comprends bien. Hein? Puis là, elle disait en italien, vous êtes un ange pour nous. Puis le monsieur de dire, mon prénom, c'est Angelo. Oh. De là, le selfie qu'on a vu. Oui. Donc, on finit à Bercetto. C'est une belle petite ville en montagne. Il y a comme un genre de fête au village. On a vu les chevaux danser, tout ça. Cette nuit-là, c'est la nuit qui nous a coûté le moins cher. On était dans un monastère. Ça nous a coûté 10 € pour la nuit. Pas cher. Mais on n'a pas de frigo, pardon.
Mais c'est 10 € quand même. T'sais. Fait qu'un voyage en Italie, on se questionne un peu, un Compostelle, comment ça va nous coûter à peu près. Donc, nous autres, je vais vous dire comment ça a coûté étape par étape. Là. Le vol d'avion, c'était 1 300 $. Les gîtes, c'était des donativos, des gîtes communaux, des hôtels, appartements, camping, auberges de jeunesse. On payait entre 20 et 40 € par jour. Chaque personne, oui. Et à Genève, par contre, et à Rome, c'était plus cher. C'est sûr, on est dans des grosses villes. Le vin, pas cher, entre 4 et 7 €. À 7 €, c'était vraiment un bon vin. L'épicerie, on payait entre 5 et 10 € par jour. On allait pas souvent au restaurant, sauf à Rome, la semaine où est-ce qu'on s'est transformé en touriste. Là, la dernière semaine, on allait au restaurant tous les jours. Et on a inclus les visites à Rome. Toutes les grosses affaires qu'il y avait à visiter, on les a vues. Et on a inclus l'autobus, le train, le métro. Tout ça, ça nous a coûté environ 5 000 $ par personne. Ce qui est quand même pas si pire pour un 51 jours. Un voyage de 50 quelques jours. Là, ouais. Donc, départ vers Pont-Trémoli. On part à la lampe frontale. On part tôt, hein, il fait chaud, fait qu'on a pris l'habitude de partir plus tôt. Mais l'avantage de ça, c'est que souvent les animaux, on les voit plus le matin. Hein. On a vu des chevreuils, on a vu des sangliers. Là, c'est des chevaux sauvages. On a vu à quelques reprises. Ici, on arrive au col de la Sissa, l'église du col. C'est la porte d'entrée pour la Toscane. Superbe région. La Toscane, là, c'est merveilleux, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La porte officielle. Donc, des beaux sentiers. Des belles montagnes. Les arbres sont bas des fois aussi. Oui. Ce sentier-là. Oui, cette fois-là, oui. Brigitte, elle a rencontré une branche qui était grosse comme un arbre, puis la branche n'a pas bougé. Elle a rebondi, on a eu peur, on est parti à rire, puis après ça, ben là, on trouvait plus ça drôle. Là. Je dis, Caroline, mais c'est plus de peur que de mal. Là, on continue à marcher, bien, la nature, c'est tellement beau, les petits pieds dans l'eau, un petit soin de pied avec les poissons, pont romain, de toute beauté. Puis cette journée-là, c'est cette journée-là là, qu'on a fait je ne sais pas combien de kilomètres. Puis c'était le dimanche. Et le dimanche, c'est pas toutes les épiceries qui sont ouvertes. Donc, on a fait, je pense, 4 kilomètres pour trouver l'épicerie après notre pas loin de 30 kilomètres de marche. Là. Les cactus. J'ai vu des beaux cactus. Mais moi, je ne l'ai pas fait, le 4 km. J'ai resté... Oui, toi, tu nous attendais, tu faisais le lavage. J'ai fait le lavage. Mais tu faisais d'autres choses. L'entraide. Alors, on va s'en aller vers Ola. Alors, on a 32 km à faire. Alors, comme d'habitude, on part très tôt, ce qui va nous permettre justement de profiter du beau lever de soleil que vous allez voir dans très peu de temps. On va passer dans plusieurs petits villages au corridor notre beau lever de soleil, hein, au corridor très étroit. Puis, on va prendre le temps à Ponticello de s'amuser un peu. Regardez-nous, on est-tu belle? À Filatiera, bien, on nous invite à marquer notre passage en plantant un clou rose pour les femmes et un clou bleu pour les hommes. Mais c'est pour savoir combien que d'hommes ou de femmes qui passent sur le chemin. Ouais. On continue notre route vers le village médiéval de Virgoletta et ses sources d'eau potable. Alors, les habitants, ils descendent en voiture en bas, puis ils s'en vont remplir leur cruchon d'eau, puis ils remontent au village. Ça, c'est le village. Alors, ça, c'est les sources d'eau. On a accroché nos impairs parce qu'il n'y avait plus. Puis, on va dormir à l'abbaye di San Caprizio, à côté de la basilique, que vous allez voir sous peu. Et une fois de plus, Lynn se met en chasse et revient avec sa prise, qui est un ventilateur. Parce que Nathalie et Lynn ne peuvent pas se passer de ventilateur. Besoin d'air en vieillissant. Alors, de la Toscane, on va faire un petit retour en Ligurie. Un petit 17,5 km, mais regardez bien. C'est ça qui a l'air. Là. Alors, on attaque une ascension de 600 mètres à plus de 15 degrés de pente. On va traverser le village sous peu de Bibola. Alors, on est toujours en montée. On va arriver à Bibola.
Ah, c'est vrai, parce Ben non, les qu'on photos. prend le temps, ben c'est bibola, mais on prend le temps de regarder nos beaux paysages. Et puis, on va arriver à Ponzo supérieur, et ça, regardez, c'est ça, c'est beau. On a un point vert, on ne sait pas d'où il sort. Bon, Ponzano supérieur, et avec ses provisions de bougainvilliers. On n'avait jamais vu autant de bougainvilliers de notre vie, là, c'est incroyable, on en a profité. On est arrivé à destination à 12h15, juste avant le départ de la responsable. Sans ça, on aurait été obligé d'attendre jusqu'à 15h, mais il faisait chaud. Regardez, Nathalie, hein? Elle a pris le temps de prendre un bon bain de pied. Puis, cette journée-là, c'est une journée spéciale parce qu'autour de 19h, on va aller à la gare accueillir notre amie Christiane, qui est une Française que j'ai rencontrée en 2019 sur le chemin du Puy-en-Velay. Et depuis ce temps-là, Christiane, à chaque fois qu'on s'en va en Europe, elle marche avec nous. Elle a fait le Camino Frances avec nous, elle a fait le tour du Mont-Blanc avec nous, puis elle est venue nous rejoindre pour 12 jours. Alors, notre belle Christiane, on l'accueille pour sa première journée avec un 29 km à faire. Alors, Christiane je vous présente Christiane. Christiane, elle était très impressionnée d'avoir à faire 29 km. Mais imaginez-vous donc qu'on s'est trompé déjà en partant. On a rajouté 3 km. Alors, tout ça pour vous dire qu'on était rendu à 32 km. Alors, sur le chemin, on peut admirer la forteresse de Pimafed. Et tout au long de l'étape, on marche près d'usines. Là, c'est un vignoble, mais c'est la spécialité de cette région, c'est le marbre. Alors, il y a beaucoup d'usines de transformation. On marche un peu le long des usines de transformation. Puis, avant le souper, ça va arriver vite, on se rend à la mer Tyranéenne. Voilà, de Nathalie qui a mis les pieds. Oui, le lendemain, après avoir bien dormi dans notre petite tente roulotte, on va longer la mer sans la voir. Alors, c'est un long boulevard avec plein de maisons de riches et somptueux. Puis c'est notre première journée vraiment de pluie soutenue et de vent. Du vent, il y en avait. Puis enfin, on s'est dit à l'heure du dîner, on se souhaitait une petite éclaircie, ce qui arriva, un éclairci, mais regardez bien notre emplacement, les tentes des réfugiés canadiennes, comme nous appelait notre petite... c'est ça qu'on avait l'air, parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Notre sandwich. Dans le livret, quand même. Alors, rendu à l'hôtel, après s'être déposé, on va aller visiter, regardez ça, la Badia di San Pietro, 7e siècle. C'est quand même incroyable là, de voir tout ça debout, avec ces beaux vitraux que vous allez voir. Puis ce soir-là, on s'est payé un super bon restaurant. On a mangé des tortelli, qui est la spécialité de ce lieu. Et puis de retour, c'est ça, on peut le raconter, de retour au gîte, là, alors on nous avait donné un ordre là, avant de partir qu'il fallait absolument, le soir quand on revenait, parce que tout était barré, passer par la porte de côté. Alors Nathalie avait la clé, nous, on oublie complètement la consigne. Alors Nathalie, elle arrive dans la porte, mais la clé ne fonctionnait pas, la clé reste prise dans la porte. Incapable d'enlever tout le monde rit. On rit, on en pleure et en tout cas, on passe proche de... Non, on se mouille pas, finalement. Bon, mais fait que là, tout le monde rit, mais moi, je suis fatiguée, je suis brûlée. Là, je commence à en avoir un peu assez. Alors, j'abandonne le groupe, je m'en vais sur le côté, il y a une fenêtre ouverte, je passe par la fenêtre et là, je vais ouvrir la porte à nos amis. Mais pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont arrivés, qu'eux autres avaient bien compris la consigne, ils ont bien ouvert la porte, en tout cas. Mais voilà, fait que c'était un de nos impondérables. C'est la faute du bain. Oui. Ouais. Là, Nathalie a rêvé à sa clé toute la nuit. Ben le oui, mais là, matin, la clé était dans la rendue serreuse. dehors, C'est ça la peur. Là, tu ne veux pas quitter l'hospice avec la clé dans la serrure que la fille ne sera pas capable de rentrer. C'est une serrure ancienne avec une clé récente. Oui, en tout cas. Mais le lendemain, je me suis levée, puis j'ai été délicatement tirée, puis j'ai réussi à sortir la clé qui était plus bonne, mais au moins la serrure était bonne. Elle était de même, la clé. Hein? Oui. Il laissait une petite note. Posez. Alors maintenant, on va marcher vers Lucca. Ça ne sera pas long. Alors, on voit des croix de la Passion, typiques de la région, vous allez la voir sous peu, qui ont été placées seulement vers le fin 18e, début 19e siècle. Ah, oh, vous faudrait peut-être que je le parte, hein? Ben oui, ça irait mieux. Alors,
Puis, tranquillement, là, c'est surprenant, vous allez voir, une forêt de bambou en Italie. Bon, ça nous a surpris, mais voilà. Il y avait des haies de bambou comme ça que les gens faisaient pour délimiter leur terrain. Puis, tranquillement, on va commencer à voir les décors typiques de la Toscane, qui se feront de plus en plus à chaque étape. Alors, c'est quoi un décor typique? C'est des rangées de cyprès, du citron, des limes, des arbres parasols. Alors, une fois de plus, notre ours gloutonne. Et puis, le pèlerin qui nous montre le chemin, qui nous accompagne dans les rues étroites. Et d'un pas assuré, en passant près d'un barrage qu'on va voir bientôt, on se dirige vers l'une des portes d'entrée à Lucca, faisant partie des 3 cercles de fortification de la ville. Cette porte s'appelle la Santa Maria. Et à partir d'ici, on va passer le relais à Rita. Et avant, on va faire une pause. Hey, je suis contente. Bon, les filles, c'est bien comme ça. Alors, bonjour et bienvenue à ma présentation sur la Via Francigena de Lucca à Rome. Alors, ma présentation, vous allez voir, est radicalement différente de celle que vous venez de voir. Variété, alors différentes perspectives. Alors, j'ai fait le chemin avec ma collègue pèlerine, Muriel Barrière. Alors, le plan de ma présentation, c'est que je vais vous montrer la carte, puis les étapes qui sont proposées par le guide, la préparation qu'on a fait avant de partir, le guide que j'ai acheté, les applications qu'on a installées sur le téléphone intelligent, une suggestion de sites Internet qui ont été très utiles, la logistique du départ et du retour pour se rendre et revenir du chemin. Puis ensuite, la majeure partie de la présentation, c'est des belles photos de la Toscane et du Latium. Alors, on se présente, Muriel Barrière, c'était son 7e chemin de Compostelle en Europe. Elle a fait plusieurs chemins au Québec. Je peux me présenter? Oui! Je peux faire ça. Bon, Muriel Barrière. J'ai fait plusieurs chemins au Québec. Et puis, en Europe, j'en ai fait... c'était mon 7e, la Via Francigena. Alors, moi, c'était mon 4e chemin de Compostelle en Europe. J'ai fait plusieurs chemins au Québec aussi. Pourquoi la Via Francigena en 2024? Bien, j'avais le goût de l'Italie. Je n'étais jamais allée à Rome. Puis ici, il y avait d'autres pèlerins de la Montérégie qui avaient fait ce chemin de Francigena puis qui en avaient parlé en grand bien. Alors, ça m'avait donné le goût de faire ce chemin-là. Puis aussi pour le défi de la langue italienne. Moi, je ne connais pas l'italien. Puis Marcel Descaro, qui n'est pas ici ce soir, m'avait dit que les Italiens parlent peu l'anglais. Je me suis dit, et encore moins le français, je me suis dit, ça doit être les personnes âgées qui ne parlent pas l'anglais et le français. Mais que les jeunes, avec l'Internet, mais non, ça a été un défi, la langue italienne. Ils sont 60 millions d'habitants en Italie, puis on dirait qu'ils ont pas vraiment besoin d'apprendre d'autres langues. Rita, elle s'est préparée pour réserver les chambres ou les restaurants. Elle s'est préparée des mots. Puis pour que ça soit plus facile, là, en tout cas, là, elle se débrouillait bien. Alors, voici la carte. Alors, notre point de départ. Notre point de départ, c'était, en français, c'est Luque, en anglais, en italien, c'est Lucca jusqu'à Rome. Ceux qui pensent peut-être faire ce chemin-là un jour, il y a moyen de partir moins longtemps. Si vous partez de San Miniato, à ce moment-là, c'est 15 jours de marche. De Sienne, c'est 12 jours de marche. Si vous voulez seulement faire les 100 derniers kilomètres, à ce moment-là, il faut partir de Montefiascone, puis ça correspond à 5 jours de marche. L'affluence estimée sur la Via Francigena, je ne sais pas si c'est juste la partie italienne ou le total, la partie de Canterbury, parle de moins de 15 000 pèlerins par an. Comparez ça à quelques centaines de milliers sur le Camino Frances en Espagne, etc., etc. C'est vraiment un chemin qui est moins fréquenté que les autres chemins de Compostelle. La majorité des pèlerins sont européens, mais j'ai marché avec un bel Anglais de Londres et puis un Américain de Seattle, d'autres Italiens, des Français. Alors, il y a quand même plusieurs nationalités qui choisissent de faire ce chemin-là.
là, ici, ça, c'est ma diapositive là, qui va faire peur à certaines personnes. Alors, les étapes selon le guide, les 10 premières étapes sont en Toscane, les 8 dernières étapes sont dans la province du Latium. Total de 411 km, si on ne fait pas les variantes, ça peut monter jusqu'à 425 km pour les 18 étapes, mais c'est les dénivelés, le positif, 9700 mètres de dénivelé qui montent. Et puis 9700 mètres de dénivelé qui descendent. Alors, ça fait divisé par 18, là, ça fait une moyenne de 500 mètres par jour de montée et 500 mètres de descente. Alors, il y a des côtes. Grosso modo, quand on fait ce chemin-là, il faut se dire qu'on va monter puis on va descendre. Le guide que j'avais acheté, je l'avais acheté sur Amazon. On s'est décidé un peu à la dernière minute de faire ce chemin-là. Alors, j'ai acheté le guide qui s'appelle Pilgrim Route Walking the Via Francigena Part 3, Lucca to Rome. Très bien fait, très bien fait. Il y en a d'autres qui achètent le Lepere, L-E-P-E-R-E, qui est assez reconnu aussi. Alors, les guides s'équivalent les uns les autres. J'ai bien apprécié ce guide-là. Alors, la partie du guide pour chacune des étapes sur lesquelles on faisait beaucoup attention, là, parce que c'était le profil du dénivelé, là. Alors, ici, cette étape-là, on commence par une grosse descente. Ensuite, ça monte, ça redescend, puis ça remonte. Alors, ça, c'est typique dans les étapes, là, c'est que ça monte et ça descend. Alors, le guide offre une liste d'hébergements. Il y a des hébergements pèlerins, il y a des hébergements plus style chambre d'hôtes, il y a des appartements. Il y a du choix, puis ça donne la liste des services. Maintenant, vous voyez, j'ai inscrit complet le premier que j'avais choisi. Finalement, on était hébergé au Villaggio del Pellegrino. Ça n'a pas été facile de réserver les hébergements, vous allez le voir bientôt, mais on a toujours trouvé quelque chose, on n'a jamais couché dehors. Dans les applications à télécharger sur les téléphones intelligents, alors je suis partie avec la Via Francigena, puis finalement, après avoir rencontré des Français, j'ai téléchargé l'application Gronze. Mais quelle que soit l'application qu'on utilise, bien, il faut apprendre à les utiliser puis à devenir confortable avec l'application. Puis en fait, l'application, ça sert à nous rassurer parce que le chemin est très bien balisé. Donc, si vous êtes à un endroit, à une intersection, puis vous ne voyez pas la balise, bien, cherchez. Elle est là. Il y en a une, c'est certain. Mais en cas de doute, à ce moment-là, on ouvre notre téléphone intelligent, puis on voit le GPS, le point bleu, où est-ce qu'on est par rapport à la carte. Les sites Internet, alors je vous en nomme 2. Gronze.com, Via Francigena, c'est très bien fait. Il y a encore une liste d'hébergements qui suggère. Un autre qui est vifrancigène.org. Alors, l'icône hébergement, il y avait pas mal d'autres hébergements qui n'étaient pas disponibles dans les autres sources. Ça a été utile. Alors, pour résumer la préparation des hébergements, fait que la première source, c'était le guide papier de Sandy Brown. La deuxième, c'était les applications sur le téléphone intelligent. Ensuite, les sites Internet. Et puis, en dernier lieu, on a aussi utilisé à quelques reprises Booking.com. La difficulté avec réserver les hébergements au fur et à mesure, c'est que on appelle, puis ça ne répond pas toujours. On envoie un courriel, puis ça ne répond pas toujours. Alors là, à un moment donné, on stresse, alors que Booking.com, bien, tout de suite, on sait si on peut réserver l'hébergement ou pas. Alors ici, je vous donne un exemple d'une conversation. Là, oups, le téléphone, ça répond. Pronto. Hello, do you speak a few words of English? No, solo italiano. Siamo due persone. Alors, je vous suggère, moi, d'apprendre, avant de partir sur ce chemin-là, d'apprendre les jours de la semaine en italien, d'apprendre les chiffres de 1 à 10, et puis quelques mots de base pour être capable de se débrouiller. Par contre, la fille de Muriel lui avait installé sur son téléphone une application là, où on parle dans le téléphone, puis ensuite, ça le traduit en italien, on le montre à la personne, et puis on réussit à s'en sortir. Entre autres, on était au restaurant, puis là, Muriel voulait du sel et du poivre, puis comment on demande du sel et du poivre? Bien, on parle dans le téléphone, puis on montre au serveur qu'on veut du sel et du poivre. Alors, la logistique, excusez le S, là, c'est une petite erreur de frappe, là. Alors, on est parti 27 jours.
On a marché 22, là-dessus, on a marché 22 jours. On était à Rome 2 jours et demi. On a pris un vol Air Canada, Montréal-Rome. Et puis après ça, on a pris la navette de l'aéroport jusqu'à la gare Roma Termini. Puis ensuite, le train, un autre train jusqu'à Lucca avec un transfert à Pise. Quand on est revenu à Rome, on s'est déplacé à pied et en métro. Ça coûte vraiment, vraiment, vraiment pas cher. En Italie, les transports en commun, ils veulent pas que tout le monde ait des autos. Là. Alors, prendre le métro à Rome, ça coûte 1,50 € par trajet. Ça coûte vraiment pas rien. À un moment donné, on a pris le train. Et puis là, il y avait juste des machines. Là, il n'y a personne. Puis ça coûtait 1 € chaque. J'ai dit à Muriel, je te le paye. Alors là, on commence avec les photos. Alors, on arrive à Lucca, puis là, je mélange ma présentation avec des petites choses très pratico-pratiques, puis après ça, il va y avoir des choses un peu plus poétiques et de la beauté de l'Italie. Alors, quand on est arrivé à Lucca, il a fallu trouver l'Ostello. On n'avait pas acheté la carte SIM ni à l'aéroport de Rome, ni à la gare Roma Termini. Ça coûtait 40 € pour forfait d'1 mois avec la carte SIM. On trouvait ça, le prix un peu plus élevé que ce à quoi on s'attendait. Alors, à Lucca, Muriel a trouvé une carte SIM avec un forfait d'1 mois, téléphone illimité, beaucoup de gigs d'Internet pour 19 €. Alors, ça vaut la peine de sortir des grands centres et puis d'acheter la carte SIM à ce moment-là. Mais ça veut dire qu'on est arrivé à la gare, puis il fallait qu'on trouve notre hébergement sans avoir accès à Google Maps ou à Internet. En tout cas, en le demandant, puis en baragouinant un peu d'anglais, italien, on a réussi à trouver notre hébergement. Les petits déjeuners, la nourriture, je vais vous en reparler un peu plus tard. Là, ça, c'était un défi aussi en Italie. Lucca, c'est une très belle ville. On aurait dû, le lendemain matin, tout de suite, on est parti sur le chemin. On n'a pas pris le temps de visiter Lucca. Lucca, c'est une ville qui est entourée de murailles. Il y a un amphithéâtre romain, il y a des choses à visiter. Giacomo Puccini, qui est un grand compositeur d'opéra, il est natif de Lucca. Il y a un petit musée qu'on aurait pu visiter, mais nous, on n'a pas rien fait de ça. On est parti, puis on est parti sur le chemin. Là, ce que je voulais aussi mentionner, là, petit élément pratique, c'est que les hébergements religieux, évidemment, ils n'ont pas des prêtres ou des personnes qui attendent les pèlerins à longueur de journée. Donc, ils ont des heures d'enregistrement. Alors, cet hébergement-là, il fallait s'enregistrer en 3h et 6h. On est arrivé à 6h05. Les bénévoles qui étaient là, ils avaient leur manteau sur leurs épaules. Et puis, je pense que si on était arrivé 5 minutes après, on aurait perdu notre réservation, puis on serait buté à une porte close. Alors, on a fait attention à ça par la suite, là, parce que c'est pas comme réservé par Booking, là, où il y a toutes sortes de facilités pour rentrer à l'hébergement, mais dans les hébergements religieux, il faut suivre les directives. Alors, on sort de Lucca, puis là, ce que je veux présenter ici, c'est nos premiers cyprès. Alors, la Toscane, l'emblème de la Toscane, c'est les cyprès. Il y en a partout, sont majestueux, de toute beauté, sont immenses. Ça peut vivre jusqu'à 500 ans, donc c'est un symbole d'immortalité. Première étape, on a été accueillis par Daniele, qui est notre hébergeur. Puis là, on était 17 pèlerins pour le souper communautaire. Ça a été bien agréable. Je mentionne que le souper était convivial. Le repas était moyen, mais la conversation était bien agréable. Alors, il y avait 3 Hollandaises. Alors, j'ai pu pratiquer mon hollandais. Il y avait 2 Canadiens, il y avait 9 Italiens, puis nous qui étaient les 2 Québécoises. Deuxième étape, Fucecchio. On aurait voulu être hébergés à Ponte Capiano, qui est un ouvrage stratégique sur la rivière. Il y a eu beaucoup de... Au début, j'avais préparé la présentation, puis je voulais vous expliquer là, à chaque fois qui était en guerre contre qui contrôlait les routes commerciales, etc. J'ai arrêté parce que ça a été le centre de l'Italie avant l'unification de l'Italie en 1870. Ça a été beaucoup de rivalité entre les différents villages puis les différentes villes. Et puis, il était toujours en guerre. Alors, c'est pas pour rien que les villages ont été construits en haut des collines, puis ils étaient fortifiés, parce qu'ils voulaient voir l'ennemi arriver, puis être capable de se défendre contre les ennemis. Alors ça s'applique, cette explication-là s'applique à peu près tous les villages là, qu'on va rencontrer dans les 15 prochaines minutes.
Alors, on a rencontré un beau groupe de joyeux pèlerins français. J'ai essayé de réserver l'hébergement à Ponte Capiano. Pas de réponse. Très dommage parce que ça a été restauré par les Médicis de Florence au 16e siècle. Puis j'ai parlé par la suite à des pèlerins qui ont été hébergés là, et puis c'était très, très, très beau. Alors, c'est juste que ils ne répondaient pas au courriel, puis ils ne répondaient pas au téléphone, alors j'ai pas pris de chance. On est allé, on était hébergés à Fucecchio, qui était quelques kilomètres plus loin. San Miniato, il pleuvait à Fucecchio, mais là, à San Miniato, il pleut des trombes. Alors, les déjeuners, alors l'alimentation des Italiens, les Italiens prennent à peu près pas de déjeuner. Grosso modo, ils mangent un biscuit sucré avec un café, c'est ça leur déjeuner. Puis après ça, le dîner, plus ou moins. Puis le souper, par contre, ils mangent beaucoup. Mais nous, notre rythme de pèlerin, ça ne nous convient pas. On veut manger un petit déjeuner plus substantiel, puis un dîner qui a de l'allure, puis un souper, on ne veut pas trop manger parce qu'on se couche tôt. Alors, cette journée-là, on n'a pas réussi à trouver, on n'avait à peu près pas déjeuné, on n'a pas réussi à trouver un lunch en chemin. Et puis, les restaurants ouvrent à 7h30 le soir. Vraiment, ils allument leur four à 7h30. Alors, il n'y a pas moyen de manger avant 7h30. Alors, la morale de l'histoire, c'est que quand on voit un fruits et légumes ouvert, un marché de fruits et légumes, quand on voit un marché d'alimentation, bien là, à ce moment-là, même s'il est 9h moins quart le matin, on va se ravitailler, on achète la banane pour le lendemain, on achète une orange, on achète un quartier de fromage, une pointe de fromage, des biscottes, parce que des conserves de thon aussi, là, c'est bien utile pour le pèlerin. On ne peut pas compter sur le fait qu'on va trouver facilement de quoi manger sur le chemin. Là, ici, Muriel, elle a une anecdote à raconter, ce qui est arrivé à San Miniato. Bon, je voulais juste vous dire que c'est Rita qui a tout préparé la conférence, puis elle a tout fait ça elle-même, là, fait que je la remercie. On était sur le chemin, il pleuvait toute la journée, d'une petite pluie, mais c'était facile. On arrive à l'alberge, on regarde, puis on se met à regarder l'adresse et tout, puis ça va l'air absolument pas là. Fait qu'il y a quelqu'un qui part en courant à toute vitesse, puis qui nous crie « Allez sur le côté! » Mais en disant ça, je regarde il se met à pleuvoir des clous. Puis je regarde mes bottes, là, j'avais de l'eau à la moitié de ma botte. On était juste à côté de l'hôtel de ville puis d'un musée. Fait qu'on est allé pour rouvrir la porte avec un code, puis elle a essayé 2-3 minutes, puis moi j'ai essayé 2-3 minutes, puis ça ne marchait pas. Il y a la mairesse qui était juste dans une vitre, puis elle regardait 2 pauvres femmes là, qui étaient à l'appui battante. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Elle arrive avec un grand parapluie, puis elle est venue nous chercher. Puis après, on a attendu une trentaine de minutes parce qu'elle faisait des appels. Sa secrétaire faisait des appels, puis elle aussi, pour trouver celle qui s'occupait de l'auberge. C'est ça. C'est ça. Mais après ça, là, elle nous dit, bon, mais elle va arriver dans 15 minutes. Fait que là, on a eu la chance de visiter l'hôtel de ville, la salle des conseils, et puis on a visité le musée. Mais quand la madame est arrivée, puis elle n'était pas tellement de bonne humeur parce que c'était un dimanche, puis elle est arrivée, puis là, elle n'avait pas le sourire du tout. Elle est venue nous ouvrir la porte, là, mais ça a été une aventure. Là. Mais de la pluie comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là. La pluie, là, on était dégoulinantes. Puis encore aujourd'hui, je me sens coupable parce qu'en fait, le code de porte était bon. C'est qu'il fallait peser sur le dièse avant de mettre le code. Moi, je me souviens qu'on avait essayé toutes les choses. On avait essayé beaucoup de choses, puis ça ne fonctionnait pas. Alors, ça nous a permis de voir la très belle église qui était juxtaposée à l'hébergement. On est à l'étape 3, San Miniato à Gambassi Terme. Alors, quand je vous dis qu'on monte 500 mètres
par jour, puis on descend 500 mètres par jour. Bien, c'est ça, là. On n'est jamais sur le plat, mais c'est jamais dru. C'est jamais dru. Les montées ne sont pas abruptes, mais on monte et on descend constamment. Alors, ça fait des très, très beaux paysages. Le soleil est sorti, etc. Là, on est rendu à Gambassi-Terme. On a eu un autre hébergement pèlerin, puis encore là, plusieurs autres pèlerins. C'était très, très bon, le repas. Primi Plati, un Secondi, un Dulci, un Nespresso, le verre de vin. C'était très bien. Là, on est rendu on passe de Gambassi-Terme à San Gimignano. On est dans les villages médiévaux. Ils sont très bien restaurés, préservés. C'est très joli. Là, on est sur la place principale de San Gimignano. C'est une ville patrimoine de l'UNESCO. Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de l'architecture qui est très, très, très jolie. À San Gimignano, on avait un hébergement qui était à l'extérieur. Alors là, vous voyez le village de San Gimignano en haut de la colline. On a redescendu, puis on a couché dans cet hébergement-là qui était très confortable. La belle campagne. Alors, on marche étape 5 de San Gimignano à Strove. On passe par le village de Colle di Val d'Elsa. Comme vous voyez, c'est encore en haut d'une colline. C'est fortifié. C'est médiéval. Il y avait une rivière qu'il fallait traverser à gué. Alors, selon la période de l'année, il y a plus ou moins d'eau. La période où nous, on y était, il y avait beaucoup d'eau. Alors, il fallait enlever nos chaussures, nos chaussettes, garder nos bâtons de marche sous les bras, prendre les 2 cordes avec nos sacs à dos et traverser sans glisser sur les roches. Oui, alors on a réussi. Par contre, il y a des gens qui ne voulaient pas faire ça. Alors, il y avait un détour de 3 à 4 kilomètres là, qui permettait d'éviter d'avoir à traverser sur ces roches-là. Là, on est rendu à Strove, puis ils nous ont servi une riboleita, qui est une soupe toscane où le bouillon est absorbé par du pain. Alors, Muriel veut raconter quelque chose par rapport à ce jeune homme-là? Ouais, moi, je me suis beaucoup amusée à cette place-là. Puis, quand il est arrivé avec sa fricassée, là, fait que j'ai dit au monsieur, j'ai dit à la femme, donnez-vous un petit bec, je vais prendre une photo. Fait que la femme, elle parlait le français, mais là, elle dit, mais je ne peux pas lui donner un baiser parce que sa femme est loin. Attendez, elle nous dit ça en français, à nous. Mais je ne peux pas l'embrasser parce que sa femme, elle nous regarde et elle est jalouse. Mais j'ai assez aimé le sourire de ce monsieur-là qui était vraiment sympathique. Puis c'était un pèlerin qui a fait plusieurs chemins, mais à ce moment-là, il s'est parti une alberge, puis c'était une aide à rester là 1 mois pour... mais en tout cas, c'était drôle. Oui. Là, on est rendu à Monteriggioni. Alors, encore une fois, on voit qu'on monte vers le village, puis qui est entouré de fortifications. Il y avait 14 tours. Il y a une place centrale. On a pris un café là. Là, on est rendu à Sienne. Sienne, qui est une des grandes villes qui a rivalisé en importance durant la période médiévale de l'Italie centrale. Il y a 2 choses à visiter à Sienne. On est arrivé, il pleuvait à boire debout. On n'a rien visité. On voulait juste aller à l'hébergement, puis on était trempé de la tête aux pieds. Là. Alors, mais le lendemain, on est retourné dans la place centrale de Sienne. Et puis là, c'était le Duomo, alors la cathédrale. Dans mon guide, il y avait des photos de l'intérieur de la cathédrale, puis c'est vraiment sublime. Mais ça prend un billet, puis ça ouvre à 10 heures le matin, puis il y a plein de touristes, puis on n'avait pas de billet, alors on n'a pas visité l'intérieur. Là, on marche de Sienne à Ponte d'Arbia. Regardez la photo du milieu, comme c'est vallonné. Regardez les 500 mètres, là, c'est pas difficile. C'est juste que ça monte tout le temps, mais c'est pas difficile. Alors, la conserve de thon, Muriel n'était pas une grande amatrice de thon, mais je l'ai convertie. Puis, c'était vraiment un bon dépanneur pour les dîners. Puis, la photo à droite, regardez les cyprès, c'est très, très joli. Encore une fois, Ponte d'Arbia, d'autres paysages.
Là, ici, j'ai pris une photo. Il y a du très bon vin en Italie. Hein? On sait ça. Alors, ça, c'est la maison Brunello di Montalcino, qui est une des maisons les plus réputées de la Toscane en termes de vin. Alors, eux font du vin à base de cépage Sangiovese. San Chirico d'Orsia, Radicofani, le village de San Chirico à droite. Là, on est rendu à Radicofani. Encore une fois, c'est une ville fortifiée en haut d'une côte. Et puis là, on a soupé avec encore une fois, une Néerlandaise qui elle avait peut-être 35 ans, puis était professeure de latin à Leyde, qui est une ville importante aux Pays-Bas. Le monde est petit. Les Hollandais sont partout. Alors, à Radicofani, il y avait 2 hébergements pèlerins. Il y avait 40 places, 40 lits dans celui-là. Et Muriel et moi, on était les 2 seuls pour cette nuit-là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de... Puis en fait, c'est parce que quand les gens appellent pour réserver, bien souvent, ils ne répondent pas au téléphone, ils ne répondent pas au courriel. Bien là, les gens réservent ailleurs, hein? C'est ça. Alors, Radicofani, on voit la tour. Alors, on était... la photo d'avant, c'était en haut de la côte, là. Alors, évidemment... ça, c'était l'étape où il y avait... C'est une étape de San Chirico d'Orsia à Radicofani qui fait 31 km et puis qui fait plus 1100 mètres de montée et 800 mètres de descente à l'intérieur de la même étape. Puis il n'y a pas beaucoup de possibilités de diviser l'étape en 2. Il n'y a pas beaucoup de services entre. Alors, finalement, on a pris un transport. Ça, c'est l'étape qu'on n'a pas marché parmi les 18 étapes de la Via Francigena. Alors, on continue. Radicofani à Acquapendente. Acquapendente, on est dans un logement privé, puis évidemment, ils commencent à être habitués à recevoir des pèlerins. Puis alors, eux autres, ils nous fournissaient des biscottes, un petit peu de confiture, un biscuit, puis du lait. Alors, nous, on suppléait ça avec nos choses à nous. Alors là, on est rendu, on quitte la Toscane, puis on est dans la première étape de la province de Latium. Mon guide disait que les villages du Latium sont tamisés pour ne pas faire ombrage aux beautés de la cité éternelle qu'est Rome. Mais je ne suis pas d'accord. Vous allez le voir dans les prochaines photos. C'est très joli. Les villages Vetrella, Viterbo, Capranica, Sutri, je peux en nommer plusieurs. C'est très, très joli, la province de Rome, mais différent de la Toscane. Alors, la Toscane, beaucoup d'oliveraies, beaucoup de vignobles. En la province de Latium, il y a encore des vignobles, mais il y a des noisetiers. Il y a des champs de noisetiers qui servent à la fabrication du Nutella, entre autres. Alors, le Bolsena, c'est un lac d'origine volcanique. C'est le plus grand lac d'origine volcanique en Europe. On va longer le lac pendant plusieurs kilomètres. Là, on est rendu à l'étape 12, à Montefiascone. Il reste 100 km. On approche vraiment de Rome. Alors, on est à 100 km de la tombe de San Pietro. Puis là, ici, j'ai la petite photo de droite. Là, je l'ai prise sur Internet. EST, point d'exclamation, EST 2, point d'exclamation, EST 3, point d'exclamation, Montefiascone. Alors, en 1620, il y a un évêque qui s'en allait à Rome se faire confirmer dans sa fonction. Et puis lui, c'est un évêque qui aimait beaucoup le vin. Alors, il y avait un serviteur qui envoyait devant lui tester les vins dans les différentes auberges. Puis quand le vin était bon, ben, il faisait le serviteur gravait dans la porte EST, point d'exclamation, il y en a du bon. Alors, à Montefiascone, fait EST, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Il y en a du très bon. Alors, les gens sont fiers de l'appellation, puis effectivement, là, il y a du bon vin de Montefiascone. Ici, l'étape 13, là, je vais parler des Étrusques. Les Étrusques, 1000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ, on pense, c'est une légende, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est basé sur des faits historiques ou pas, mais ils ont creusé. Ça, c'est des murs de 60 pieds de haut dans de la tuf volcanique. Puis ça permettait à leurs armées de se déplacer puis d'aller attaquer les ennemis là, sans être vus. Ici, à Vetrella, on était dans l'hébergement de ce monsieur-là, et puis il nous a accompagnés au ukulélé à notre sortie de l'hébergement. Alors ici, à droite, c'est Muriel qui est en train de boire une petite bière. Ici, j'ai mis cette photo-là, Smarita. Alors ça veut dire perdu.
Puis, je vais vous lire. Bassotina marrone con collare verde e medaglietta provvista di microchip zona Mazzano. L'italien écrit se devine facilement. Se devine facilement. L'italien parlait. On s'est fait, à un moment donné, il y avait un fermier dans un champ, puis là, il s'est mis à nous dire des choses, puis évidemment, on ne comprend pas. Là, il répète plus fort. Alors, Capranica, encore un village qui est situé en haut d'une côte, puis les petites ruelles, là, on a trouvé notre hébergement. Là, ici, j'ai encerclé la fenêtre là, où on hébergeait, puis on accroche nos vêtements, notre lavage à l'extérieur de la fenêtre. Puis le temps est sec, ce qui fait que les vêtements sèchent vraiment de façon très rapide. Là, on a été hébergés, puis ça, c'était le souper communautaire avec nos hébergeurs. Capranica, encore le village, encore une ruelle dans Capranica. Soutri, un autre village emmuré. Puis là, j'ai dit que les côtes n'étaient pas drues, mais ça, pour monter à la place centrale, ça montait à pic. Campagnano di Roma, encore un village qui est situé en haut d'une côte. À la fin de la journée, là, c'est sûr qu'on finit avec 2 kilomètres de montée. C'est sûr. Mais on est très proche de Rome. Ici, là, c'est la dernière étape. On est très proche de Rome. Rome, ils ont créé une ceinture verte autour de Rome, ce qui fait qu'il n'y a pas de zone industrielle en tant que telle avant d'arriver à Rome. On marche dans des champs et dans des boisés presque jusqu'à la dernière minute. C'est la belle campagne italienne. Alors, on arrive à la Cité du Vatican, puis je ne veux pas trop en montrer parce que la dernière finale, ça va être Nathalie, Lynn et Brigitte qui vont élaborer là-dessus. Alors, j'ai eu le testimonium, les colonnes de Bernini de la place Saint-Pierre. Le pape est en audience les mercredis matins, puis il est sur écran géant parce qu'évidemment, il est sur l'estrade. Il y a de la place pour 20 000 personnes à la place Saint-Pierre. Là. Mais il y avait les écrans géants, ce qui fait qu'on le voyait quand même relativement bien. Puis là, j'ai mis l'intérieur de la basilique. Là, il n'y a pas de mots pour décrire la richesse là, de cette basilique-là. La fontaine de Trévi. Et puis, alors, mes coups de cœur, ben, j'en nomme 3. Alors, Rome, j'étais jamais allée à Rome. J'ai été ébahie par la place Saint-Pierre. La présence du pape m'a émue. La basilique Saint-Pierre, la beauté de on avait acheté des billets avant de partir. Il faut faire ça, hein, avant de partir. On avait acheté des billets pour les musées. Pour une visite guidée du musée du Vatican. On a vu la chapelle Sistine avec explication. Ça aussi, c'était vraiment un gros coup de cœur. La beauté des paysages et des villages médiévaux en Toscane et aussi au Latium. Vraiment, là, c'est éblouissant. Puis, on a fait quand même plusieurs rencontres agréables avec d'autres pèlerins. C'est moins achalandé, beaucoup moins achalandé que d'autres chemins de Compostelle que j'ai déjà fait, mais on a eu des échanges agréables, puis on a ri, puis on fait des farces, puis c'était agréable. En termes de mots de la fin, alors les ajustements qu'on a dû faire en cours de chemin, alors Muriel et moi, on ne marche pas tout à fait à la même vitesse. On a trouvé une solution, puis ça a été agréable, puis ça a bien été. Les réservations qui ont demandé un peu plus d'efforts que j'avais pensé. Les autres chemins de Compostelle que j'avais faits, on avait tout réservé avant de partir du Québec. Là, il fallait à chaque jour, là, en arrivant l'après-midi à l'hébergement, dire « OK, il faut qu'on s'occupe de l'hébergement du lendemain soir. » Alors, tous les jours, tu as cette tâche-là à faire. Des fois, ça allait très vite, puis des fois, ça allait moins vite. Alors, c'est ça. Puis l'alimentation, ben, je vous en ai déjà parlé. Là, la morale, c'est que il faut toujours avoir des choses dans notre sac à dos, là, des noix, des fruits, du fromage, des biscottes, n'importe quoi. La Via Francigena nous fait faire un voyage dans le cœur de l'Italie sur un chemin utilisé depuis plus d'un millénaire entre la Grande-Bretagne et Rome. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût d'aller faire ce voyage-là un jour dans votre vie. Maintenant, j'aimerais inviter Marc Boulris à venir me rejoindre ici en avant.
Marc et sa conjointe ont aussi fait le chemin de Lucca à Rome en mai 2024. Puis je trouvais ça intéressant. Marc est végétarien, ta conjointe est végétarienne aussi. Oui. Alors j'aimerais ça juste qu'ils vous disent, écoutez, ça va prendre 5 minutes, là, qu'ils vous parlent de ce qu'il veut, de son expérience du chemin à lui et à sa conjointe. L'Italie, très bel endroit. La Via Francigena, un très beau chemin. C'était mon 6e chemin. Alors, comme en Espagne, en Italie, le dimanche après-midi, il faut prévoir. Dans les petits villages, les restaurants sont fermés. Des fois, il y a des dépanneurs d'ouverts. Alors, le samedi, on prévoit pour le dimanche, toujours avoir un petit quelque chose de côté. Météo, faut prévoir. Tu sais, des fois, il prévoit de la pluie. Fait que j'ai vu une journée où il prévoyait 2 %, puis ça a tombé assez fort. On était dans le 2 %. Tes coups de cœur? Coup de cœur, Florence. Non, c'était pas sur le chemin. Mais c'est parce que quand on a pris l'avion Montréal-Florence, Florence-Montréal, avec un petit détour par Amsterdam pour aller à Florence, puis un petit détour par Paris pour revenir à Montréal. C'était pas dispendieux. C'était 729 $. Fait que on s'est dit, on va faire une petite escale. Oui, ben c'est ça. Je suis végétarien depuis 48 ans. Puis, ma conjointe ne mange pas de gluten. Et puis, pas de fromage non plus. Alors, en Italie, pas de pain, pas de fromage, pas de viande, c'est compliqué un peu. Mais on a survécu, on a toujours trouvé des choses à manger, puis on a grignoté beaucoup. Alors, mon coup de cœur aussi, Menabrea. Menabrea, c'est entre Moretti et Peroni. Je ne sais pas pour les hommes, si vous connaissez, c'est de la bière. La Menabrea est très, très bonne. Justement, j'ai vu des reviews sur Internet aujourd'hui, puis c'est un coup de cœur pour certaines personnes. C'était ma 2e fois en Italie. J'avais déjà été en 98, mais c'était un autre genre de voyage. C'était pas de la marche. Je vous souhaite d'y aller un jour. On était, moi et ma conjointe, on était 2 jours avant Rita. On s'envoyait des petits textos un petit peu. Il y a une journée, il y a 2 ruisseaux à traverser. Puis, on arrive au ruisseau, puis le temps que je regarde les roches par terre, voir si on peut marcher ou quoi que ce soit, ma conjointe a dit, on va traverser, elle met le pied sur une roche, mais la roche, c'est une roche ronde. Alors, elle a tombé sur le dos avec le sac à dos, puis... mais elle s'est pas fait mal, elle s'est relevée, puis on a essuyé le sac un peu. Ça n'avait pas eu le temps de remplir le sac. Puis, fait que l'autre ruisseau après, on a enlevé nos souliers. Un autre coup de cœur, Bolsena. Bolsena, c'est sur le bord du lac. Alors, il y a des platanes, je crois, des immenses platanes qui sont là depuis des centaines d'années. Très, très belle ville. On aurait voulu rester une journée de plus, mais que voulez-vous, quand on marche... faut avancer, puis on n'a pas l'âme à visiter. On a plus l'âme à avancer, à marcher. On n'a pas le goût de s'arrêter. On attrape comme une piqûre de marcher, puis je retournerai marcher demain matin, mais la vie est là quand même. Hein. Je me souviens quand je suis revenu, j'ai été marcher 4 fois toute seule. Puis en 2018, quand je suis revenu, j'ai dit à ma femme, je dis, on va en maison, je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de mon sac à dos. Elle dit, attends un peu, on va en reparler. Merci beaucoup, Marc. Alors, là, maintenant, c'est le temps de la grande finale de la part des 3 filles qui vont parler de Rome et du pape. Alors, nous revoici. Mais merci à Rita. C'était le fun de voir. On a vu les mêmes hébergements dans lesquels on a couché. Les mêmes que vous. C'était le fun de revoir ça. Alors, on va passer... Au dernier jour de marche, qui est le jour 40 de notre parcours, on arrive à Rome. Donc, on part le 24 septembre de la ville de Storta. Après avoir traversé la ville, on entre dans un joli parc des sentiers en pleine nature. Déjà, on aperçoit la coupole de la place Saint-Pierre.
On avance. Alors, on est arrivé. Émotion, c'est la fin du chemin. Photo. J'ai encore des frissons. Oui. Là, les bénévoles nous font passer devant une file d'au moins 2 heures d'attente. La crédentielle est vérifiée. On signe les documents. On nous remet nos testimoniums. Alors, vite, on nous envoie visiter la basilique gratuitement. Alors, on visite toutes ces œuvres magnifiques. Alors, à la sortie, on va aller célébrer notre arrivée. Puis là, il est déjà eu 13 heures. Lynn est affamée. Alors, on a commandé une Birra Grande. Birra Grande, ça veut dire 1 litre de bière. On revient à la place Saint-Pierre. On nous remet notre laissez-passer pour le lendemain. Et là, on quitte la place Saint-Pierre pour se rendre à notre hébergement. On avait une auberge de jeunesse pour une semaine qui était environ à 5 km du Vatican. Alors, la belle ville de Rome. Voilà, je laisse la parole. Bon, mercredi 25 septembre, c'est le jour J, c'est le jour où on s'en va voir le pape, l'audience qui a lieu à tous les mercredis quand le pape est au pays, bien sûr. Donc, on a notre laissez-passer en main. On a vu qu'il était de couleurs différentes par rapport aux autres personnes autour de nous. On ne savait pas trop pourquoi. Alors, on se fait escorter, on se fait amener jusqu'aux zouaves, qui sont les gardes de la garde suisse qui s'occupe de protéger le pape. Puis là, on nous amène au parvis de la place Saint-Pierre, puis on nous installe à la 4e rangée, tout près du pape, tout près de la chaise où est-ce que le pape va être. Nous autres, on n'en revient pas. On a dit, bien voyons, nous autres, on était sûrs d'être dans les enclos en bas, les enclos qu'on a vus tantôt, là, puis qu'on le verrait gros de main, là, comme Rita disait tantôt. Là. Fait qu'on l'a tout près de nous. Fait qu'il fait son discours, tout ça. Nous autres, on dit, bien là, on veut le prendre en photo. Puis là, les gens qui s'occupent de la surveillance disent, restez assis, restez assis. Fait qu'à un moment donné, quand son discours est fini, il commence à faire le tour. Oh. Là, Nathalie, bouffée d'émotion, il s'approche. Il va tous nous serrer la main un après l'autre. Nathalie a fait bénir un jonc qu'elle avait acheté à son fils. Serre la main. Il prend le moment à chaque personne. Brigitte, la même affaire. Elle va lui montrer le crédential. Il va faire un petit pouce en l'air. Là, nous autres, on capote. Là, mais là, moi, j'ai plus de voix. Là. Je dis, ça se peut pas. Là, je rêve. Là, je serre la main du pape. Voyons, je m'appelle pas Céline Dion. Moi, là, en tout cas, ça a été une journée mémorable. Ça l'a bien clos notre Compostelle de Francigena en Italie. C'était vraiment un moment mémorable. Puis, on a eu droit à des photos souvenirs parce qu'ils ont un photographe professionnel. Le lendemain, on pouvait se rendre... récupérer les photos. On avait plusieurs photos qu'on pouvait choisir. Puis ça, c'était un petit souvenir qu'ils nous ont donné. Ils nous donnaient ça quand ils étaient jeunes. François. Mais vraiment, un visage chaleureux avec une bonne grosse poignée de main sincère. Là, c'était super. Et voilà. Ça va venir, et Brigitte s'en occupe maintenant. Et voilà, une démarche d'audience. Ici, il y a Joanne. Joanne, tu es ici encore? Joanne est là. Joanne, elle nous avait parlé, elle nous avait mis la puce à l'oreille, qu'on pouvait faire une demande d'audience au pape. Elle nous avait expliqué qu'il passait comme dans les enclos dans sa pape mobile et puis tout ça. Puis elle nous avait même donné le truc de faire un autoportrait avec le pape. Mais voilà que nous, on a fait notre demande d'audience. Alors, on a écrit aux représentants du pape au Canada, l'annonciature apostolique qui est à Ottawa, dont l'ambassadeur du pape est Ivan Jurkovics. Alors, on lui a envoyé un courriel à l'adresse qui est là, qui lui disait qu'on était 4 pèlerines qui marchions pour 1000 km. On a tout fait un espèce de petit roman. Et puis, ça n'a pas pris de temps qu'on a reçu une accusée de réception qui annonçait que le traitement de notre demande était à Rome.
Puis, on a reçu une lettre, une confirmation, une démarche à faire pour récupérer nos billets. Ça, c'est la lettre qu'on a reçue, là, qui dit « Signorita Brigitte Robidoux, 4 places », tout ça. Là, cette lettre-là est très belle, là, actuellement, parce que Michel, il nous l'a toute nettoyée, parce que nous, on est partis, notre lettre est là-dedans, là. Hein, parce que ça prend la lettre, là. Alors, on l'a toute bien pliée, il ne faut pas qu'elle soit mouillée, il faut que je la remette aux personnes qui vont nous donner un billet. Alors, comme Lynn disait tantôt, notre billet, nous, était jaune avec un petit coin rouge. Alors, c'est sûr qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va être. Nous, on attend qu'on nous place dans notre enclos. Comme Lynn a dit, tranquillement, on avance, l'émotion montait. Puis elle a monté beaucoup notre émotion. Je vais revenir sur, à la place Saint-Pierre, quand tout d'un coup, on a entendu la chanson de Leonard Cohen, « Alléluia », pendant que fait jouer par la fanfare du Vatican, et que le pape, il s'en vient, il passe avec... Nous autres, on était là, on se regardait, mais on était vraiment émus. Là. C'était un moment émouvant. C'était la 500e audience, cette journée-là, du pape. Ouais. Puis c'est gratuit voilà, aussi. C'est ça. C'est bien important ce que Nathalie vient de dire, parce que dans le discours, tout au long des discours que chacune des personnes font, là, la personne représentant français, représentant allemand, représentant chinois, c'est dans toutes les langues là, que ça se passe, il y a quelqu'un qui parle. Puis à chaque fois, ils prennent le temps de dire, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer pour l'audience. Vous devez avoir votre billet d'audience, mais c'est gratuit. Jamais personne ne peut vous charger pour ça. Parce qu'il y a des sites en ligne qui offrent de vendre. Puis on passerait à notre dernière diapo. On la fait rouler, puis si vous avez des questions, voilà. Si vous avez c'est Rome. C'est notre visite à Rome, on y a passé quand même 5 jours. Voilà. Oui, c'était beau. Nous, c'est plus parce que on fallait qu'on saute des journées, puis on ne voulait pas toujours être dans des transports. Là. C'est pour ça qu'on avait un rendez-vous. Parce qu'au départ, on marchait plus longtemps, on marchait 45 jours, si ma mémoire est bonne. Et puis, il a fallu couper 5 journées. Alors, c'est sûr que ce qu'on a fait, c'est qu'on a marché plus. Puis, on a pris le train. Oh, nos amis qu'on a retrouvés en Italie. Ils sont ici ce soir. On les a retrouvés à Rome. Oui? Vous, pendant votre voyage à vous, on voit personne. Merci beaucoup. Merci.